Bienvenue sur un nouvel épisode, Les Héros de la Vente. Dans cet épisode, j'invite Enzo Colucci de Sunday pour aborder le sujet de la vente dans la restauration. Avec Enzo, nous allons voir les différents types de commerciaux pour aborder avec ambition le marché de la restauration, le multicanal pour prospecter ce secteur, l'appel à froid qui est selon Enzo la meilleure arme de prospection, et enfin, quel message et approche adopter pour réussir. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente si vous souhaitez faire de la veille sur la vente en passant un bon moment. Vous pouvez aussi aller sur notre site web vive.fr si vous souhaitez enregistrer vos rendez-vous par visioconférence pour entraîner vos équipes. Et également pour télécharger notre playbook de vente si vous voulez construire une véritable machine de vente. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection commerciale qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner un temps précieux à vos commerciaux et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes et donc de réaliser plus de ventes et de développer votre chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Enzo Colucci. Enzo, bonjour. Salut Alexandre. Alors Enzo, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Ouais, du coup rapidement, donc Enzo Colucci. Aujourd'hui, je suis responsable grand compte chez Sunday. Sunday, c'est une nouvelle solution de paiement ultra intuitive et rapide pour les restaurateurs. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la vente. J'ai un parcours où j'ai touché à plein de secteurs différents. Aujourd'hui, j'étais dans la restauration. Avant, j'étais dans le médico-social. Avant, j'étais dans le nettoyage automobile quand j'avais créé ma boîte. J'ai fait aussi de la levée de fonds pour ONG. J'ai bossé dans le milieu du sport. Mais toujours très, très attaché à ce beau métier de la vente. Ouais, et en plus de ça, tu fais un podcast qui s'appelle Phoenix, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Ouais, bien sûr, c'est super sympa déjà, content que tu kiffes le podcast. Donc ouais, ça s'appelle Phoenix, l'échec mention très bien. Le concept, c'est d'aller à la rencontre de gens du quotidien pour qu'ils viennent témoigner d'un tournant de leur vie, un tournant marquant. C'est pas forcément que des échecs professionnels, c'est aussi parfois des maladies, des échecs sentimentaux, scolaires, sportifs. Le but de ça, c'est de montrer que on a tous des périodes sombres de merde un peu dans notre vie, mais que au travers de parcours inspirants comme j'essaie d'aller chercher, en fait, on relativise sur les échecs qui nous arrivent et puis on essaie d'aller de l'avant, quoi. Ouais, c'est vraiment un beau sujet, je trouve, qui te permet d'inviter beaucoup de gens d'univers différents. Et c'est vrai que si je n'avais pas fait les héros de la vente, je pense que j'aurais pu faire un podcast sur ce thème de l'échec et de la gestion de l'échec. Ouais. Et ça tombe bien parce que moi, si j'avais pas fait l'échec, j'aurais peut-être fait un podcast sur la vente. Donc comme quoi, on est bien complémentaires tous les deux. Bon, pas mal. On pourra faire un trade plus tard si tu veux. On va switcher. Voilà. Donc aujourd'hui, Enzo, je t'ai invité pour parler d'un sujet qui est bien sûr d'actualité pour toi et Sunday. Donc c'est la vente dans la restauration. Ce sujet, en fait, ça va nous permettre de comprendre comment vendre des solutions aux restaurateurs et donc de comprendre bien le persona du restaurateur et aussi quelles sont ses problématiques, ses enjeux et comment ça se passe lui aussi pour vendre ses prestations, ses produits. Hein. Donc, je suis content que ce soit toi qui vienne parce que en ce moment, Sunday, vous faites pas mal de bruit, j'ai l'impression, sur ce monde-là de la restauration. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce sujet est important pour toi, notamment dans le cadre de ton job chez Sunday ? Ouais, bien sûr. Comme tu dis, on fait pas mal de bruit. Sunday, c'est une jeune boîte, hein, mine de rien. Ça a été créé en février 2021. Donc ça a, tu vois, à peu près 9 mois là. On est déjà presque 300 dans la boîte. On a ouvert 5 pays. Il y en a 7 nouveaux qui ouvrent là dès début 2022. On a signé 3000 clients.
ça va à vitesse Mach 12, c'est impressionnant. Et pourquoi c'est important juste d'en parler? Moi, ça me tient à cœur parce que c'est un tout nouveau secteur pour moi que je suis en train encore de découvrir parce que ça fait moins d'1 an que je suis dans la boîte. Je suis arrivé au tout début, vers avril-mai. Donc c'est un secteur que je découvre, un secteur qui est fascinant, qui nous touche tous d'extérieur parce on adore tous aller au resto, entre potes, en famille. C'est toujours le moment hyper convivial et agréable qu'on a dans nos vies. Et donc c'est un sujet qui à la fois nous touche tous et où on n'est pas toujours forcément au courant de comment ça se passe derrière, dans l'envers du décor. Que la restauration aussi, c'est un secteur qui en a vraiment chié et qui continue d'en chier malheureusement avec le Covid. On l'a vu avec les fermetures, les restaurateurs, beaucoup de restos malheureusement ont dû fermer à cause du Covid. On voit qu'aujourd'hui, ça a tué quasiment une génération de serveurs, que les restos sont en galère comme c'est pas permis pour trouver du staff, pour arriver à avoir l'effectif nécessaire pour répondre voilà, aux besoins des clients et offrir le meilleur service. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de leur venir en aide par n'importe quel moyen. Nous, on a choisi la porte aujourd'hui du paiement, qui est, on va l'expliquer après quand même, en tout cas dans leur quotidien, c'est assez tranché encore dans l'univers de la restauration traditionnelle, mais c'est quand même une partie de l'expérience qui a pas beaucoup de valeur ajoutée, que ce soit pour le client final ou que ce soit justement pour le serveur, et qu'il y a moyen aujourd'hui d'automatiser pas mal de choses pour arriver à être encore plus efficient, faire plus de profit et fidéliser son staff. Moi, j'aime bien dire que la digitalisation, ça rime pas avec déshumanisation. Un outil comme Sunday, aujourd'hui, il n'est pas fait pour couper le lien humain, il n'est pas fait pour couper les serveurs, mais il est fait pour optimiser l'expérience au restaurant, quoi. D'accord. Oui, si on veut résumer, après tu me corriges si je simplifie un peu trop, mais Sunday propose une solution de paiement via un QR code que tu as sur ta table, que tu scannes et qui te permet de payer rapidement, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on est rentré par la porte de la restauration traditionnelle parce qu'à la base, Sunday ça a été créé au tout départ par Big Mama, pour Big Mama, simplement en interne. Ils se sont rendus compte au bout de 4 mois d'utilisation qu'ils avaient des stats absolument incroyables, à savoir 15 minutes gagnées par rotation de table, 40% de pourboire en plus pour les serveurs, qui est vraiment, je trouve, le point le plus important là-dedans, et aussi une augmentation du panier moyen, donc une fluidité vraiment dans le service. Et la Resto Tradi aujourd'hui, c'est ce qu'on vise. Donc, comme tu l'as très bien dit, le QR code qu'on a tous vu là depuis le Covid, parce qu'à l'époque, il y a encore quelques temps, on n'en avait rien à foutre tous du QR code, clairement. Aujourd'hui, on voit des QR codes partout sur les menus ou même pour nos passes sanitaires. Nous, on utilise le même QR code avec lequel tu vas consulter le menu, sauf qu'on va te donner accès à avoir ton addition à la fin du repas pour pouvoir être autonome, pouvoir splitter en part égale, chacun paye sa part et pouvoir payer rapidement et pouvoir partir, quoi. Et tout en donnant surtout beaucoup plus de temps au serveur, quoi. Ouais, ouais, on a tous en tête, un sketch de, je crois que c'est Muriel Robin, Muriel hein, Robin. sur l'addition. Effectivement, Exact. vous réglez un énorme problème. Est-ce que avant de commencer peut-être sur les sujets d'organisation de tes équipes, de prospection, d'approche, est-ce que tu peux nous Mhm. dresser un peu le portrait type d'un de vos clients? Donc, bon, j'imagine qu'il y a plusieurs types de restaurateurs, mais c'est quoi, Mhm. enfin, quelle est la problématique, l'enjeu du restaurateur aujourd'hui? Quels sont voilà, ses problèmes quotidiens? Est-ce que tu peux nous dresser un peu ça? Ouais, alors on va avoir différentes typologies, nous, qu'on a comme clients sur la resto traditionnelle, encore une fois. Donc, quand je dis traditionnel, ça veut dire avec du service à table et du paiement à table. On Ouais. n'est pas sur de la restauration rapide comme en fast-food ou sur du food truck, qui là est une autre verticale, d'ailleurs, qu'on est en train de toucher sur le début 2022. Nous, ce dont je parle là, c'est vraiment de la resto tradi, quand on va au resto tous entre potes, pour imaginer un peu ça. Il y a 3 typologies de ça. Si tu veux, tu as la partie très resto étoilé gastronomique. Donc, on a déjà des clients là-dedans. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est aussi adapté à cette typologie. Donc, là, on est sur une resto très qualitative, le service client qui est vraiment au cœur de l'expérience. Il y a tout un univers autour du chef, etc. On va avoir les chaînes de restauration. Donc pas forcément rapide, mais les chaînes type les Trois Brasseurs, type Big Mama, type Indiana Café, etc. Noura, avec aussi du service à table, où là on est sur des volumes beaucoup plus importants. Et on va avoir aussi le petit restaurateur qui a une petite brasserie de quartier qui a entre 30 et qui fait entre 30 et 100 couverts. Donc chacun a ses problématiques. La problématique qu'on a commune aujourd'hui, que j'ai un peu énoncée au départ,
c'est la galère de trouver du staff et la complexité de fidéliser ce staff-là. Il y a beaucoup de turnover sur le secteur de la restauration. Donc, la partie recrutement, c'est de loin la partie la plus complexe pour cette typologie de clients. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup, notamment sur les plus petites brasseries, c'est la gestion. Un restaurateur qui a son petit resto de quartier, souvent c'est un peu l'homme à tout faire. C'est celui qui va aussi gérer sa compta, qui va gérer l'apport des produits, qui va gérer aussi justement le recrutement, qui va en partie former son staff, qui va aussi faire des services du coup parce qu'il est au sein même de son propre resto. Donc il est ultra multicasquette, alors que dans les groupes, forcément c'est un petit peu plus structuré sur toutes ces parties-là. Il y a un service comptable, il y a un service de recrutement, il y a un directeur des opérations. On se rapproche beaucoup plus d'une boîte comme on peut le voir, comme on le connaît aujourd'hui dans le monde du business. Oui, on a l'image quand même quand tu penses à un restaurateur, tu penses à quelqu'un qui est débordé, qui fait des horaires quand même assez intenses. J'imagine que pour rentrer en contact avec ces gens-là et leur vendre une solution, on va dire que c'est pas la cible la plus simple, selon moi. On est d'accord, tu l'as très bien décrit, c'est des gens qui vont à 10 000 à l'heure, qui se lèvent très tôt, qui doivent aller potentiellement chercher leurs propres produits, je te dis, qui font vraiment tout dans le resto, qui se font aussi du coup beaucoup démarcher, que ce soit par des solutions type Sunday, type des produits ultra digitaux mais hyper utiles, Libeo, Scalo, Snapshift, etc., par des logiciels de caisse, parce que ces mecs-là, ils doivent utiliser un logiciel de caisse, par différents fournisseurs, les mecs qui leur vendent du vin, les mecs qui leur vendent du café. Donc, c'est des gars qui n'ont pas le temps, qui vivent à 10 000 à l'heure et qui pourtant sont sursollicités par plein de différents acteurs. Donc, tu l'as très bien dit, c'est pas évident de susciter un vrai intérêt et de leur prendre 20-30 minutes pour leur pitcher du coup ton produit et du coup derrière les convaincre qu'ils ont une utilité forte à utiliser du coup ce que toi tu as. Très bien. Ça nous permet tu me tends une perche pour passer justement à la stratégie commerciale que vous avez mis en place. Donc, tu l'as dit, Big Mama. Donc, pour ceux qui connaissent pas, peut-être ceux qui ne sont pas à Paris, par exemple, moi, je suis à Toulouse, on n'a pas de Big Mama. Donc, c'est des restaurants italiens qui sont assez connus sur la place parisienne. Ouais. Les fondateurs de Big Mama ont décidé de créer Sunday suite à la création de cette solution qui facilitait leur vie. Et donc, ils ont commencé, j'imagine, tu nous as dit, en 9 mois, vous êtes passé de 2 à 300. Donc, j'imagine, il y a eu une levée de fonds très rapidement. Ouais. C'est ça. Il y a eu 2 levées de fonds du coup qui ont été faites. Il y a eu une première du coup au tout début, la création de la boîte. Donc, ça a été créé en février. Au mois de mars, il y a eu une première levée de fonds, donc un seed qui a été fait à 24 millions de dollars. Au début, ça devait vraiment s'apparenter à un tour de table de 1 ou 2 millions pour tester le produit, pour voir si ça allait fonctionner. Et les actionnaires qui sont rentrés dedans ont tellement cru en fait au produit, de par du coup le contexte qu'on vit actuel avec le Covid, de par les chiffres qui avaient été prouvés aussi par Big Mama, que on a des Olivier Bertrand, des Eric Fréchon, des Xavier Niel, des mecs qui ont mis des billets. Et donc, on est monté tout de suite à 24 millions, ce qui a permis aussi d'ouvrir 4 pays d'entrée. La France, l'Angleterre, l'Espagne, où sont présents les restaurants Big Mama, et les US, où repartait vive du coup notre troisième cofondatrice, qui est Christine de Wendel, qui est l'ancienne CEO de Mano Mano, ancienne DG de Zalando, qui est juste une femme incroyable, comme je dis toujours. Et donc, du coup, on a pu tout de suite ouvrir 4 pays et tout de suite commencer à recruter pas mal de gens, que ce soit en sales, que ce soit en opération, que ce soit en data, pour aller le plus rapidement possible sur le marché. Et justement, en termes de sales, quels sont un peu les différents types de commerciaux que vous avez au sein de Sunday? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment vous avez divisé un peu les spécialités de chacun? Ouais, bien sûr. Alors, il y a 3 typologies de sales, nous, qu'on va retrouver chez Sunday. Tu vas avoir donc les inside sales, que Ouais. les gens connaissent assez facilement. Mais je vais expliquer la particularité de nos 3 typologies de sales que je vais expliquer, que je vais citer là. Ce qui est important de dire, c'est que on est tous maîtres du cycle de vente de A à Z. Donc, Ok. de l'identification de ton prospect jusqu'au closing, c'est ton cycle, c'est toi qui le gères. C'est pas genre des inside sales prennent des rendez-vous pour des accounts exécutifs qui après derrière signent, etc. Là, c'est chacun est maître du cycle à 100%. Donc, tu as les inside sales qui vont gérer une partie des leads qui rentrent, de par le référencement qu'on fait, les partenariats, etc. Tu vas avoir des commerciaux terrain qu'on appelle des field sales chez nous.
donc qui sont principalement à Paris. On a 5 commerciaux terrain à Paris, on en a un à Lille, un à Bordeaux, un à Nice, qui eux, on va dire, ont le même rôle que les inside sales, mais vont davantage sur le terrain. Les inside sales sont plutôt, ils ciblent plutôt les villes, d'ailleurs ils ciblent d'ailleurs que ça, les villes de région où on n'est pas présent physiquement justement. Donc D'accord. typiquement, bah tiens, je te cite Toulouse chez toi, Rennes, Nantes, Marseille, etc. Donc on a des commerciaux terrain. Et on a des commerciaux grands comptes, donc comme ma collègue Sonia et moi-même, où là, du coup, on va gérer, nous, tous les groupes de plus de 10 établissements sur la France. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez fait une spécialisation des sales, non pas par cycle de vente, comme tu le disais, ce qui est pourtant souvent Mhm. le cas dans les boîtes en hypercroissance, mais plutôt par typologie de, comment dire, on pourrait dire typologie de vente, c'est-à-dire soit les grands comptes, soit les C'est ventes ça. en région, ou soit les ventes à Ouais. Paris, c'est ça. Enfin, en tout cas, vous avez des commerciaux terrain. Ouais, en fait, on a divisé déjà cette tranche, comme tu dis, plus 10, moins de 10 pour les restos, pour ce qui est grand compte et en dessous, donc field ou inside. Et après, on a sectorisé vraiment. Donc, chaque commercial a son secteur, son terrain de jeu qui doit déployer de toutes les façons possibles. Et est-ce que tu connais la raison de ne pas spécialiser par cycle de vente? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Quelle a été en fait la réflexion? Tu sais un peu ou pas vraiment? Bah, en fait, si tu veux, au début, nous, on a commencé les inside sales, ils nous ont rejoints que depuis là 2 mois. Parce que au départ, il y avait quelques leads entrants qui arrivaient, de par justement les grosses levées de fonds qu'on a pu faire, les parutions dans la presse. Donc, du lead rentrait. Mais il a tout de suite fallu développer l'outbound le plus rapidement possible. Et donc, développer de la chasse. Donc, les premiers commerciaux qui sont arrivés, c'est d'abord des fields et des grands comptes. Nous, les grands comptes, parce qu'on est sur des cycles de vente très longs, on est sur du 4-6 mois de cycle. Donc, il faut commencer déjà à mettre des pièces. Là, tu vois, on commence en fin d'année à closer des gros deals avec qui on a commencé à prendre contact cet été. Donc ça, il fallait tout de suite commencer à mettre des pièces. Et puis après, les fields, il fallait commencer à étendre le plus possible et évangéliser le produit et commencer à vendre rapidement parce que le but, ça a été aussi c'était pas le but de faire une autre levée, mais il y a eu une autre levée qui est arrivée au mois de septembre où on a relevé 100 millions parce que les chiffres étaient justement dans le vert et qu'on avait déjà beaucoup vendu en l'espace de 3-4 mois. Donc la stratégie, ça a été surtout de dire on développe d'abord l'outbound, Oui, mais chacun est maître de son cycle parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le restaurateur, il a besoin avant tout, les restaurateurs, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui aiment leur métier avant tout, c'est des gens simples, bienveillants et très cool. Et donc, si tu peux tout de suite créer une relation d'entrée et l'entretenir jusqu'au closing, on pensait que ça allait être beaucoup plus efficient que de segmenter en disant bon bah j'ai des SDR qui prennent des rendez-vous pour justement des acomptes ou des fils typiquement et ces fils-là ne font qu'aller closer, tu vois. On d'accord. voulait aussi que chacun soit maître entièrement de son scope et aussi pouvoir être polyvalent, pouvoir toucher à tout. Justement, on va en parler après, c'est comment on les tape, à savoir du call-call, du mail, du multicanal, etc. Bah, justement, donc là aussi, tu fais une belle transition. Donc tu dis, oui, multicanal. Comment aujourd'hui on prospecte des restaurateurs? Alors, il y a, encore une fois, on fait la distinction entre les inside, les fields et les grands comptes. Sur les fields et les inside, on va être principalement sur du call-call. On va aussi faire du mailing pour voilà, tenter des approches, pouvoir rebondir dessus. Mais on voit que le mailing, c'est pas l'outil qui fonctionne le plus parce que le restaurateur, encore une fois, il est pas tout le temps devant derrière son ordi. Quand il est devant son ordi, c'est plutôt pour faire de la gestion. Donc, c'est apparenté aussi à des tâches qui sont pas forcément très agréables. Quand il se fout derrière l'ordi, c'est pas pour répondre à du mail et prendre du rendez-vous à travers ça. Donc, on en fait quand même, bien évidemment, pour mettre toutes les chances de notre côté, mais on voit ce qui fonctionne le plus, c'est du call-call, c'est décrocher son téléphone, c'est avoir une première prise de contact à l'oral avec, et c'est caler un rendez-vous, et après c'est faire un rendez-vous soit en visio pour les insides, soit en physique pour nos fields. Et D'accord. la corde qu'on rajoutera à notre arc, nous, en tant que grand compte, c'est LinkedIn, parce que forcément, nous, notre cible, elle est davantage sur LinkedIn que le petit restaurateur, on va dire, de quartier qui rien à foutre en réalité de LinkedIn, tu vois. C'est vraiment le cadet de ses soucis d'être sur LinkedIn. Et oui, bien sûr, ouais. Et sur l'appel à froid, Mhm. tu connais un peu les ratios des inside sales ou des field sales? Tu sais à peu près combien d'appels ils font par jour pour avoir un certain nombre de rendez-vous et combien de rendez-vous? Est-ce que tu connais un peu ça ou comme c'est pas ton Alors, département, t'as pas trop de suivi là-dessus?
Alors, j'ai pas de visibilité sur les chiffres, même si je suis vachement impliqué sur cette partie-là, parce que moi, j'adore du coup la partie call call. Moi, c'est un de mes, c'est mon outil de prospection favori. Je fais pas mal de formations en dehors de Sunday aussi du coup là-dessus. Moi, c'est Ouais. vraiment l'outil que je préfère. Et donc, j'essaie de coacher un petit peu aussi nos teams. Donc, ce qu'on a mis en place maintenant depuis l'arrivée des Insights, vu qu'on commence à être une belle équipe et qu'on a eu une nouvelle arrivée aussi de Field Sales depuis septembre, ça fait à peu près 2 mois maintenant, un petit peu moins. En fait, qu'on fait des sessions en équipe. Donc, 2 fois par semaine, on se cale 2 heures tous ensemble au bureau. Chacun a préparé ses listes et pendant 2 heures, on tabasse, on tabasse, on tabasse, on fait un max de calls possible. Donc, on essaie surtout de prioriser les jours, bien sûr, et surtout les heures les plus propices pour appeler nos prospects. Typiquement, tu vois un restaurateur, tu vas certainement pas l'appeler entre midi et deux. Le mec, il est en plein dans le rush, il va dire t'es mignon mon coco, casse-toi, tu vois. Ouais. Donc bien sûr, ça va être avant le premier service. On va favoriser le matin. Si la personne est là aussi, bien sûr, parce que parfois on a des chefs, enfin des gérants qui sont pas toujours là, donc c'est aussi notre première complexité. Et après le premier service, tu vois, donc après le service du midi, où on est dans un moment d'entre-deux, où les restaurateurs sont là, et donc on essaie d'optimiser nos calls sur ces 2 fois 2 heures là. Si t'as pas rempli ton pipe, bah tu te refais des sessions dans la semaine. Nous on fait ça typiquement le mardi, jeudi. Les inside sales, ils ont pas leur quota, parce qu'on demande à chacun d'avoir au moins une dizaine de rendez-vous par semaine. Si t'as pas atteint ton quota, bah, tu continues, tu refais des sessions et tu retapes dedans encore le mercredi ou le vendredi, et tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir un pipe bien rempli la semaine d'après. D'accord, donc 2 sessions d'appel à froid, 2 heures enfin 2 fois 2 heures et plutôt le matin Mhm. parce que vous avez vu que c'était la bonne, on va dire le bon créneau pour appeler. Ouais, Est-ce ou que l'après, ouais. Est-ce que pour les auditeurs qui veulent se lancer ou qui font déjà du cold call, est-ce que tu as quelques tips à leur partager, même si tu dis que j'imagine tu fais des formations qui peuvent durer une Mhm. journée. Est-ce que là, en quelques minutes, tu as des tips que tu retrouves souvent et qui fonctionnent? Bien sûr. Ouais, ouais, bah déjà, le call call, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Si tu pars sur tes sessions en traînant les pieds, en disant oh là là, le call call c'est dur, oh là là, je vais me manger des portes, oh là là, la personne elle risque de me dire non, déjà t'es mal barré. Donc c'est vraiment une question d'état d'esprit. La deuxième chose, il faut se rappeler que l'objectif du call call, c'est pas de vendre, c'est pas de s'étaler. Un call call, un appel à froid, c'est 2-3 minutes grand max. C'est avoir un script qui a été que toi tu as écrit pour que tu te sentes à l'aise avec. Hein. Le but c'est pas que tu lises un truc comme un perroquet bêtement. Donc sois à l'aise avec ton pitch, écris un truc très rapidement avec un petit icebreaker, une amorce, enfin une présentation, en 2 lignes, en 2-3 mots, les avantages de ton produit et tout de suite une proposition de rendez-vous. Et à chaque fois, il faut du coup pouvoir être suffisamment prêt pour répondre de manière très confiante aux objections qui vont être émises par le prospect et toujours ramener au rendez-vous. Donc, avoir toujours en tête, mon objectif, c'est un rendez-vous. Je comprends que vous soyez intéressé, vous avez plein de questions, c'est super. Est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine, mardi à 15h? Je passe 15 minutes vous voir, je vous fais une petite démo, comme ça, vous me donnez votre oui, votre non. Donc, c'est avoir plutôt ça en tête, c'est un état d'esprit, c'est montrer à la personne en face qu'on est enthousiaste et qu'on est surtout expert dans notre domaine. On l'appelle pas par hasard, on sait pourquoi on l'appelle, on sait qu'on va répondre à un vrai besoin et on est content d'appeler. Encore une fois, ça ramène à ce que je disais avant, c'est le mindset, c'est je suis content, j'ai le smile avant d'appeler, je sais que je vais avoir un rendez-vous, je suis pas là pour faire chier mon interlocuteur et ça doit se ressentir. Et donc la chose la plus importante en call call aussi, c'est le ton. Les gens doivent travailler avant tout sur la tonalité. Si j'ai quelqu'un à l'autre bout qui est monocorde comme c'est pas permis, qui est mou, qui me donne pas envie, bah c'est sûr que je vais pas prendre de rendez-vous. Si j'ai quelqu'un qui joue un peu avec les tonalités, qui sait me répondre, que je sens que la personne est sympa, il faut que je sente que la personne en face, elle est sympa. C'est pas un putain de gros commercial de merde, pour parler vulgairement, comme les gens se disent dans leur tête, tu vois. C'est qui encore ce mec qui veut me vendre sa mallette ou son truc? Pas du tout. J'ai compris votre besoin, je sais, on a de la preuve sociale, on est déjà en collaboration avec un tel, un tel, un tel. C'est hyper pertinent pour vous qu'on se rencontre. Prenons 15 minutes la semaine prochaine, je vais pas vous prendre plus de temps maintenant. Donc c'est Ouais. vraiment un état d'esprit avant tout. Donc effectivement, le risque quand on fait le cold call, d'être, un peu trop proche de son script et du coup ça s'entend, hein, quand Mhm. on lit ou quand on apprend par Totalement. cœur un script. Donc c'est de Ouais, travailler son ton, son naturel aussi, hein. Plus vous êtes naturel, plus ça exactement. passe mieux. Et tu as parlé de la preuve sociale. Donc la preuve sociale, tu peux nous expliquer, mais en gros, c'est faire référence aux restaurateurs qui travaillent déjà avec vous, c'est ça? Exactement, exactement. Si moi, tu vois, je sais que demain, je vais aller, j'ai une liste dans mon secteur et je sais que je suis en train d'appeler des brasseries, bah, je vais leur citer les belles brasseries qu'on a eues autour, brasserie Rosy, brasserie Barbès, Bouillon Pigalle, pour que le mec puisse s'identifier.
À partir du moment où tu arrives à ce que ton prospect s'identifie à quelqu'un que tu as déjà, ça va le rassurer. Ce qui fait peur quand on vend, c'est d'être toujours le premier. T'es pas le premier à qui on vend Sunday. On a vendu déjà à plus de 3000 personnes. On sait que ça fonctionne sur toutes les typologies de restaurateurs possibles. Donc, c'est un vrai intérêt à ce qu'on se rencontre. Et j'ai oublié de dire un truc avant, c'est l'organisation. On en a un peu parlé avant, justement. Nous, comme on est processé, chacun a ses listes. On se donne 2 heures. On est organisé quand on vient. On fait pas ça à l'arrache. On est rigoureux et on est constant. Si on veut être bon dans du call, c'est pas en faisant 1 heure par-ci, 1 heure par-là, pendant 2 semaines, j'en fais pas, puis après, j'en refais. Pas du tout. Si on veut être bon, si on veut s'améliorer, il faut être constant là-dedans. Il faut en faire toutes les semaines. Il faut en faire 2 à 3 fois par semaine, selon votre poste, bien sûr. Si vous êtes SDR, justement, vous en ferez un peu plus que 2 fois. Si vous êtes BizDev, vous en ferez sans doute un peu plus aussi. Mais il faut en faire toutes les semaines. C'est obligatoire si on veut vraiment performer. Ouais, bien sûr. Tu as parlé aussi de l'icebreaker. Est-ce que tu as un exemple d'icebreaker, d'accroche en fait, qui te permettent de briser la glace, comme son nom l'indique? Bah, écoute, ça va être différent. Le mieux, bien sûr, c'est un icebreaker si tu peux avoir une sorte de reco ou si t'es passé à côté. Ah, bah, j'étais dans le quartier l'autre fois, je suis passé rapidement, mais vous étiez pas là, je suis tombé sur votre serveur, Ondine, qui m'a dit de vous appeler. Donc, tu peux avoir des trucs comme ça où tu crées du lien facilement parce que tu leur donnes des repères, encore une fois, avec des noms de gens qui connaissent. Ça peut être justement rebondir sur un mail. Tout bêtement, on a dit tout à l'heure, on faisait du mail en nurturing sur les leads qui étaient froids aussi. Mais du coup, tu peux très bien dire, ah bah je vous ai envoyé un mail la semaine dernière, est-ce que vous avez pu l'ouvrir? Non, bah je comprends, c'est pas grave, je sais que vous êtes un peu dans le jus, est-ce qu'on peut se voir du coup la semaine prochaine? C'est rebondir sur des petites actions, sur des choses que tu as pu faire, la dernière actu, ça dépend après, ça dépend de ta typologie, mais nous ça en l'occurrence ça marche bien quand on rebondit sur d'autres restos ou autres, Ouais, ou qu'on a des partenaires potentiellement en commun. finalement, au-delà du script avec les avantages de ta solution, finalement, c'est peut-être même ça le plus important, c'est la phrase d'accroche qui te permet d'éveiller la curiosité du prospect. Et ensuite, tu pourras Totalement. lui proposer ce fameux rendez-vous pour justement creuser ce que tu lui as fait, ce que tu lui as, entre guillemets, fait entrevoir, quoi. C'est ça, parce que si tu commences ton call avec une phrase un peu avec des ou alors tu es en train de lire et t'es pas sûr, bonjour, je suis Enzo de Sunday, je vous appelle parce que enfin on a une solution de paiement. Vas-y, casse-toi mon gars, c'est quoi ça? Tu sais même pas ce que tu vends, t'es pas sûr de toi. Le mec à l'autre bout, si toi t'es pas confiant, lui il a encore moins confiance, tu vois. Ouais, Donc comme tu l'as très bien dit, c'est tout à fait juste. Les 10 premières secondes, elles sont essentielles. Même pas ouais. les 5 premières secondes, allez. Ouais, exactement. C'est Maxime Paris de MyBizDev qui disait ça dans une de ses vidéos sur YouTube, Très bon Maxime. effectivement. Ouais, Je suis bien d'accord avec lui. voilà. Alors, j'ai vu aussi sur LinkedIn que vous faisiez des salons. J'ai Mhm. l'impression que vos stands sont bien designés. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, là aussi, des petits conseils que tu as sur de la vente sur un salon, que ce soit en tant Ouais. qu'exposant ou visiteur? Mhm. Alors très bonne remarque et déjà gros big up à toute notre fabuleuse team du marketing qui fait justement en sorte qu'on ait des stands toujours plus magnifiques les uns que les autres et à chaque fois on fait fureur avec notre gros rose bien flashy mais parce que la déco elle est super et c'est vrai que ça donne envie un peu d'aller voir donc gros big up à toute notre team market et du coup la vente de salon moi perso j'adore parce que je me suis introduit rapidement en disant que j'avais fait de la levée de fonds pour ONG. Moi mon taf quand j'avais 19 ans quand j'étais en transition scolaire c'était de vendre des ONG dans la rue. J'arrêtais les Ah oui, gens à l'arrache pour leur pitcher, tu vois, genre une ONG et sortir un contrat et sortir ta carte de crédit. ça c'est très dur, hein. Donc, c'est super chaud. C'est une des meilleures écoles de vente, forcément, si ce n'est la meilleure que j'ai fait de ma vie, en termes de confiance en soi, de résilience et tout. C'est absolument fou. Et donc, je me retrouve beaucoup là-dedans. Donc, moi, c'est un kiff ultime d'aller sur des salons. Moi, j'adore ça, vraiment. On en a fait beaucoup là depuis le CIRA, qui est le plus gros salon d'hôtellerie-restauration en France, là, qui était en septembre. Moi, j'ai dû en faire un toutes les 2 semaines. Ce qui est important d'avoir, c'est de l'énergie sur un salon. Si pareil, t'es mou, si t'attends, moi, je vois, sans décrier après les autres, de toute façon, je tire sur personne, mais on le voit, nous, sur les salons, t'as plein d'autres stands où les gens, ils sont assis, ils disent à peine bonjour, ils attendent que les gens viennent à eux. Non, c'est pas ça sur un salon. Nous, ce qui fait qu'on explose les objets à chaque fois sur les salons, déjà, on est une bonne petite équipe, donc ça motive tout le monde. On a un gros pitch de motivation au début, on a des objectifs à faire, on a des paliers, donc on a des challenges, et c'est un challenge à l'équipe. Ça aussi, pareil, je précise, sur les salons, c'est pas moi, Enzo, j'ai signé 10 contrats, donc je touche ma prime. On a un nombre à faire à la team. Donc moi, si j'en signe un, mais que ma pote, ma collègue, du coup, elle en signe 10, ben, on est tous trop contents pour tout le monde. Donc déjà, ça motive de fou toute la team, ça emporte tout le monde avec soi.
Et après, c'est du sourire, de la bienveillance. C'est pas non plus aller agripper la personne quand elle passe. C'est un petit sourire, un petit bonjour, un truc sympa qui invite à venir. Et là, du coup, on entretient et on commence tout de suite à pitcher. Enfin, pardon, on commence tout de suite à pitcher. D'abord, on qualifie. On est sûr que la personne qui passe, elle est bien dans notre cible. Bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites sur le salon? Vous êtes restaurateur? Non? Ah, ok, vous connaissez Sunday. Donc, si je sais que la personne n'est pas restaurateur, du coup, je vais écourter mon pitch. Je vais pas l'envoyer balader, mais je vais pas la garder et je vais pas la ramener sur le stand pendant 15 minutes. Ouais. Or, si je sais tout de suite qu'elle est restaurateur, boum, bien sûr, je l'invite. Ah, vous voulez un petit café? Vous voulez un petit gâteau? Ah, venez, on s'assoit. Et là, on discute posément. Donc, c'est important aussi de bien filtrer sur les salons parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui passent. Et oui, surtout peut-être sur des salons en plus, plus grand public comme la restauration. Ouais. Totalement. Les gens adorent venir parce qu'il y a plein de bouffe gratuite. Ouais. Exactement, ouais. Tu as parlé aussi des challenges. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça, notamment pour animer des équipes. Hein. Une des problématiques de gérer des équipes de vendeurs, c'est de garder un niveau de motivation élevé. Et parfois, la rémunération ne suffit pas. Est-ce que tu as des exemples de challenges? Alors là, tu nous as parlé en salon, mais ça peut être aussi sur de la prospection, sur finir un trimestre, un quarter de manière positive. Est-ce que vous avez mis des choses en place de ce type? Les salons, comme je t'ai dit, du coup, on a des paliers où après, du coup, on a une autre prime, du coup, qui va se rajouter, une prime exceptionnelle, donc qui motive un petit peu tout le monde, naturellement. Après, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt justement pour les sessions de call où on essaie de faire travailler en binôme aussi. Donc, même si on est une dizaine à faire du call, on essaie de fonctionner sous forme de binôme parce que c'est un peu du à toi, à moi, à toi, à moi. Tiens, j'ai des bonnes pratiques et puis on change les binômes toutes les semaines. Donc ça, c'est assez cool pour que chacun voit comment les autres fonctionnent et prennent les meilleurs tips. Et donc, ce qu'on fait, c'est que sur les binômes, à la fin de la semaine, le binôme qui a pris le plus de rendez-vous, typiquement, il gagne un resto chez Big Mama ou dans un resto Sunday, tu vois, ou alors on va offrir une bouteille de champ ou un truc. C'est pas énorme, c'est pas le truc qui va changer, mais tu sais que tu as cette compétition un peu saine. On va pas t'offrir 10 000 balles parce que tu as fait ton taf et que tu as pris des rendez-vous non plus, tu vois. C'est ton taf de faire du call. Mais on peut essayer de gamifier un peu ça sous forme de challenge un peu cool. On a une cloche, maintenant on a un gong, donc à chaque fois que quelqu'un prend un rendez-vous, il tape sur le gong. On a un channel Slack commun, donc dès qu'il y en a un qui rajoute un rendez-vous, bam, il le met sur le Slack. Allez, plus un rendez-vous avec tel resto, tel jour, telle heure. Du coup, ça motive. Et en fait, ça incite à ce que tout le monde soit tiré vers le haut parce que si toi, tu as ton petit coup de mou, que tu n'as pas trop envie ou que ça fait 10 calls que tu fais, qu'il n'y a pas de réponse ou qu'on t'a dit non, et de voir les autres qui arrivent, tu dis putain, vas-y, moi aussi, j'ai envie de me donner. Moi aussi, j'ai envie d'aller jouer avec tout le monde. Là, j'ai envie de faire tomber des Slacks. J'ai envie d'aller sonner le gong, tu vois. Et donc, c'est hyper sain en réalité. Et j'ai cherché un peu dernièrement des outils de gamification justement d'équipes commerciales. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé quelques logiciels américains, mais qui étaient pas hyper. Pareil. Ouais, J'ai pas trouvé de truc. Ouais. Non, on est en train de créer un peu notre truc, un peu à notre sauce, parce que je te rejoins là-dessus. Ou alors sinon, si à chaque fois c'est des trucs, mais tu gagnes des points, t'as le classement. Moi, je suis pas forcément toujours pour le classement. Je trouve que parfois ça peut mettre aussi un peu une sale ambiance et commencer à avoir une compétition qui est malsaine. Je suis pas sûr que de l'afficher en permanence à ce niveau-là, ce soit hyper intéressant. Donc, on essaie plutôt de faire un peu notre truc dans notre coin, mais toujours preneur. Si des gens ont des outils qui veulent les partager et qu'ils ont trouvé des super trucs pour gamifier leurs sales, je serais toujours intéressé de jeter un œil, par contre. Ouais, pareil. Et c'est intéressant. Donc, avec Big Mama, en fait, ils ont créé Sunday. Et puis là, vous allez créer votre solution de gamification. Et ça va lever 200 millions d'euros. Putain, c'est pas con, ça. C'est pas con. On va peut-être se faire un truc aussi comme les podcasts. Là. On va peut-être se faire un truc ensemble, Alex. Ouais, voilà. mais j'ai croisé un entrepreneur qui travaillait sur une solution connectée à Aircall pour gérer de la gamification. Cool. je sais qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent sur ce type de projet. Et c'est vrai que moi, si demain je dois recréer des outils dans la vente, je pense que je pencherai sur une solution de ce type parce que ça me manque un peu sur le paysage, tu sais, des outils d'enregistrement comme Gong ou Aircall. Il manque parfois un peu d'outils pour. Il manque une brique, ouais. Il manque une brique pour motiver tout ce beau monde qui, certes, se fait coacher, se fait analyser, mais il faut aussi pouvoir les motiver.
Ouais, je suis d'accord. Il y a cette notion de gamification pour motiver tout le monde qui est importante, où je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Et pareil aussi sur la partie onboarding pour des grosses boîtes, tu vois, Ouais. comme nous qui évoluons très vite. Mettre en place un vrai onboarding bien clair pour que tous les nouveaux arrivants soient mis au même diapason, qu'ils aient pas le sentiment d'être lésés et lancés dans le grand bain d'un coup. Alors, c'est bien d'apprendre sur le tas, hein, c'est top. Mais si on peut vraiment bien préparer ça en 2-3 semaines en amont pour que la personne, elle arrive, elle ait toutes les armes. Pareil, les outils d'onboarding, il y en a de plus en plus qui commencent à se créer. Ouais. Il y a un vrai enjeu là-dessus, je pense. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça parce que justement là, j'ai travaillé le dernier mois pour un onboarding pour une entreprise de Toulouse, ILEC. Donc j'ai mis des choses en place, un onboarding pour des commerciaux qui dure 2 semaines, plus une semaine pour la boîte, hein, au sens large. Toi, Mhm. rapidement, sur un onboarding, les premières semaines, bon, j'imagine, j'anticipe déjà ta réponse, mais est-ce que tu peux nous expliquer les points importants que tu fais sur un onboarding d'un commercial? Bah, nous, là, on est en train de tout créer pour être très franc avec Ok, toi, ok, parce que on a eu 2 sessions, si tu veux, d'arrivée de sales, enfin 3 avec les inside sales, mais qui ont été gérées directement par le head of inside sales, Benjamin. On a eu 2 arrivées de sales, on a fait ça en 2 temps, on a fait ça en avril-mai et on a fait ça au mois de septembre. On est en train de revoir un peu tout ce plan-là parce qu'on va beaucoup recruter en 2022. L'important, c'est de ratisser un peu large, que chacun puisse voir également tous les pôles, parce que tu as des pôles connexes avec le sales, tu as les opérations, tu as les account managers, tu as le marketing, tu as la tech. C'est important de savoir un peu ce que chacun fait, les partenaires, le marketing et tout. Donc, il faut avoir une visibilité sur chacun des pôles. Et après, il faut avoir bien sûr un peu plus d'aspects sur toi, ton scope, donc à savoir quels sont les outils, bien formé sur les outils. Tu vois, nous, on a Aircall qui est assez simple, mais on a Salesforce qui est une grosse machine, être sûr qu'on passe bien là-dessus, savoir comment utiliser le Notion, le Drive qu'on a mis en place pour aller chercher toute la connaissance qu'on a réussi à centraliser, tout processer, toutes les méthodes de vente, les techniques, aller sur le terrain, partager des moments avec chacun de tes collaborateurs, prendre du temps avec eux, déjà au début avec des cafés, puis après aller en rendez-vous, faire des rendez-vous avec chaque sales pour prendre encore une fois les bonnes pratiques de chacun. Ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Ouais. ok. Bah écoute, je vais t'envoyer après l'épisode. J'ai rédigé un article justement sur Trop l'onboarding chaud. que j'ai fait. Donc c'est dans les chroniques de la vente là, qui est une newsletter que j'envoie tous les 10 Ah, mais je jours. l'ai gardé, t'inquiète. Ah ok, Je l'ai tu l'as gardé, vu passer. ouais, je l'ai vu sous le coude. Ouais, ouais, je l'ai envoyé justement à ma pote avec qui on est en train de déployer l'onboarding et je trouvais hyper intéressant comment t'avais segmenté ça justement. Ouais, bah donc c'est fait sur Notion, donc je vous invite à aller voir. C'est la dernière édition, je crois, du mois de décembre Exact. 2021. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Enzo, on a dépassé les 30 minutes Oh putain. du début de l'interview. C'est pas grave, on est toujours dans les temps. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie de vente au restaurateur avec Sunday avant qu'on passe aux questions de la fin? Qu'est-ce que je peux ajouter c'est que le secteur de la restauration, moi, c'est quelque chose que je découvre, que je trouve absolument passionnant. Comme tous les métiers de la vente, il faut être pugnace, il faut être déterminé, il faut être motivé. Je pense que c'est la première des choses que les gens doivent avoir en tête. Le taf de sales, c'est un métier, moi, que je trouve passionnant parce qu'on crée tellement de liens humains. Moi, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que je suis repassé d'ailleurs sur un job beaucoup plus opérationnel aujourd'hui. J'adore prendre mes rendez-vous moi-même, j'adore aller en rendez-vous, j'adore convaincre, j'adore closer. Moi, ça m'excite quand j'ai le retour de contrat signé dans ma boîte mail. C'est le moment le plus jovial de ma journée. Et tout le lien humain que tu crées, ces relations de win-win, c'est passionnant. Ce qu'il faut, c'est que chacun soit en phase avec son produit, son service, qu'il y croit fermement et il peut que se passer des belles choses derrière. Ok, bah écoute, merci pour ce retour. Donc, on va passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. Donc, ça, c'est une question qu'on a souvent dans les podcasts, hein, que tu dois bien connaître. C'est quel contenu tu conseillerais aux auditeurs sur la vente ou l'entrepreneuriat? Ouais, alors podcast, livre, vidéo, tout ça, c'est ça, un petit C'est ça. mélange ou Ouais, tu peux nous faire ouais. un medley, ouais. Un petit medley, ouais. Du coup, sur les podcasts, ceux qui sont pas mal, bien sûr, il y a les héros de la vente, hein, sinon on serait pas là aujourd'hui. Bon petit podcast bien sympa d'Alexandre. On a Dans l'arène aussi, qui était à l'époque du coup par Gabriel Gourovitch, là, qui a été repris, qui a fait aussi Grossmaker très intéressant aussi sur Ouais. la partie business, de Sales Game aussi de Elric.
assez cool, qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Ça, c'est un peu les trois que je conseillerais, 3-4. Sur les livres, qu'est-ce que j'ai eu? J'en ai qui sont sales et pas forcément, mais qui sont liés, parce que je trouve que le développement personnel est assez lié aussi à la vente et tout ce qui est la philosophie et le lien humain. Encore une fois, il y a Vendre du Loup de Wall Street. Alors les gens aiment ou pas le Loup de Wall Street, mais moi ce bouquin, même s'il est un peu obsolète sur beaucoup de techniques, j'ai trouvé des trucs très intéressants dedans. Donc de Jordan Belfort, Vendre. Il y a Influence et manipulation, qui est assez intéressant aussi comme bouquin. Caldini, c'est ça? How to Meet Friends, ouais, exactement. On a How to Meet Friends and Influence People, qui est hyper intéressant aussi sur voilà comment développer aussi son réseau, qui est assez cool. Et il y en a un autre qui est un peu le vilain petit canard là-dedans, enfin en tout cas le mouton noir, c'est Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi, de Christophe André. Et lui, pour le coup, c'est mon coup de cœur à tout jamais de tous les livres. Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi. Pourquoi je le mets là-dedans? Parce que la vente, avant tout, c'est de la confiance. C'est quelle estime tu as de toi. Alors, confiance en soi, estime de soi, c'est différent. Mais un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a confiance dans son produit, dans son service et qui a confiance en lui. Et donc, ce livre, il est magnifique. Il vulgarise à mort tous les aspects philosophiques liés à l'estime de soi. Et il est passionnant. Donc, je le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Mais ouais, très bien. Celui-là, je ne le connaissais pas encore. Ouais. Ah bah, tu vas kiffer. Franchement, D'accord. c'est de loin mon plus gros coup de cœur de tous les livres que j'ai lus de ma vie, je crois. Ok. Donc, Imparfait, libre et heureux. Et les petites vidéos sympas, bon bah t'as pas mal de TEDx qui peuvent être intéressants. Moi, il y en a un que j'adore forcément, c'est Simon Sinek de le Golden Cycle. Ouais. Ça, je conseille cette vidéo absolument à tout le monde. Ceux qui l'ont pas vu, je pense que tout le monde l'a vu en vrai cette vidéo. Mais si vous l'avez vu il y a longtemps, remettez-vous petite piqûre de rappel de 15 minutes qui fait pas de mal, parce que comment il te démontre ça, quand t'es tête dans le guidon, tu te rappelles, tu crois que tout se passe bien, tu te remets pas assez en question, et là tu te dis putain en fait peut-être que mes méthodes de vente sont pas bien appliquées. Et là de repartir de cette page blanche avec ça, avec ce fameux cercle d'or, c'est pépite. C'est vrai que cette vidéo est un classique du Ah développement ouais. personnel, ouais. Mm-hmm. Ok, très bien. Donc voilà un peu pour le petit medley. Bah, mais écoute, merci. Il y a des choses à aller voir, à aller écouter, regarder. Au niveau des outils ou des routines que tu as, toi, qui t'aident à être performant à la fois dans ta vie professionnelle et ta vie personnelle, Mm-hmm. tu as quelque chose à nous partager? Ouais, si on parle un peu d'outils, moi, il y a des trucs que j'aime bien utiliser, encore une fois, pour développer mon réseau et pour faire de la prospection. C'est anciennement Prospectine, mais qui s'appelle Wallaxy, Oui. qui est plutôt bien foutu, hein, donc qui est un outil d'automatisation sur LinkedIn, donc qui permet, quand tu segmentes bien les personnes avec qui tu veux parler, d'automatiser tout ça et d'aller taper un peu en masse. Il y a Wise, qui est une super plateforme que je conseille vraiment à tout le monde. Je les ai rejoints depuis le tout début, depuis le mois de mars dernier, où ils ont lancé ça. Wise, W-H-Y-S-E. C'est une plateforme, pareil, de réseautage, de networking. En gros, tu remplis en 5 minutes un petit profil, et une fois par mois, on te fait une mise en relation par mail automatique avec des gens qui correspondent à ce que toi tu recherches. Ok. Et donc, ça te book aussi directement dans ton agenda un meeting de 3 quarts d'heure, 1 heure avec cette personne. Et donc, pour les flemmards un peu du réseautage ou ceux qui savent qu'il faut le faire, mais voilà, qui ont un peu du mal à passer le cap, et ben là, au moins, tu crées tu crées du réseau sans effort réellement avec ça. Donc ça, c'est super. Ah, ça me fait penser un peu Wise, à Shaper, qui était le Tinder un peu du ouais, réseautage professionnel. ouais. Exact, ça je l'avais utilisé à l'époque, je plus trop aujourd'hui. Il faudra peut-être que Ouais. je remette une tête dedans, mais ouais, ça, on va dire que ça ressemble un petit peu dans l'idée. Et un outil aussi pas mal moi pour la gestion des mails, c'est Spark. J'aime Ok. beaucoup Spark pour avoir toutes tes différentes boîtes mail dessus, les messageries intelligentes, etc. C'est hyper bien foutu. Je crois pas que ça existe encore sur ceux qui sont sur Windows, mais pour tous ceux qui ont Mac, si vous mettez Spark, ça va changer votre vie pour la Ah gestion oui. des mails. Eh bien, Et écoute, je enfin, en termes de connaissais routine, pas où là, on ça est plus aussi. sur du perso. Ouais, Spark, tu connais pas? Non, C'est vraiment pas mal. je vais regarder C'est là. vraiment pas mal. Et ouais, aspect perso, moi, c'est une routine que j'essaie d'avoir depuis maintenant presque 4-5 ans. Une routine le matin, une routine où je fais du sport tous les jours, une routine où je médite, où j'essaie de manger sainement. Voilà, pareil, avec un journal de gratitude, j'essaie de noter mes 4-5 choses positives qui m'arrivent la journée. Cette routine-là, pour moi, elle est essentielle. Je l'ai découverte et je l'ai commencé à la faire quand j'avais ma propre boîte à l'époque. Et c'est ce qui m'aide à traverser un peu les périodes de montagne russe que tous les sales connaissent aujourd'hui, quoi. Donc, la routine, elle est propre à chacun. Créez la vôtre, mais c'est très puissant quand c'est utilisé.
Ok, bah écoute, merci. Je vais aller voir pour ma part Wise et Spark. Là, je suis déjà sur leur site. Mhm. Écoute, Tu vas kiffer. ouais, ça a l'air très intéressant. Écoute, il me reste 2 questions à te poser. Allez. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une compétence qui te manque et que tu aimerais ajouter un peu comme dans Matrix, si je te connecte au logiciel et que je peux t'ajouter une compétence en 3 secondes, qu'est-ce que tu aimerais que je t'ajoute? Hmm. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense être quelqu'un d'assez rigoureux et organisé, mais je pense que j'aimerais encore plus m'améliorer. Alors non, je reprends, excuse-moi. Un truc, l'anglais. Il me faut l'anglais aujourd'hui. Je suis pas Ok. assez bon en anglais, j'ai pas de honte à le dire aujourd'hui. Je suis pas une chèvre non plus, mais il me manque pas mal de choses. Je suis pas bilingue et c'est ce qui me manque aujourd'hui. J'aimerais vraiment être bilingue en anglais. Ouais, c'est vrai que quand on n'a pas évolué dans un environnement bilingue, c'est pas toujours C'est évident. compliqué. Ou alors effectivement, il faut aller voyager un petit peu. Et là, dans ton travail, tu as besoin de parler anglais avec des grands Bah comptes ou ouais, pas forcément? exact. Bah en fait, c'est juste qu'on commence à être une boîte, on est déjà une boîte depuis le début international, donc à Eh un oui. moment donné, si tu veux aussi évoluer en interne, on ouvre beaucoup de pays. Si je veux avoir un rôle transverse et être davantage impliqué, j'ai pas d'autre choix que de parler anglais. Donc aujourd'hui, je me dépatouille, mais pour moi qui suis assez strict et exigeant avec moi-même, je sais très bien que c'est pas suffisant ce que j'ai aujourd'hui. Ok, très bien. Dernière question, Enzo, pour finir le podcast. Tu me conseilles d'inviter qui pour la prochaine interview? Écoute, je sais pas, je peux t'en donner deux ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, je peux t'en donner deux. Il y a William Assema, qui est Head of Sales chez OmniDoc, qui est une super boîte de télé-expertise. Donc, je sais pas si tu en as déjà eu dans ce secteur-là, mais je sais pas si tout le Non. monde a une grosse connaissance de ce que c'est, et je trouve ça du coup hyper intéressant. On se connaissait à l'époque où moi j'étais Head of Sales chez WeHelp. C'est un super mec, très gentil, très smart. Donc c'est une cible aussi pareil assez atypique, tu verras, dans le médico-social et dans le médical. Donc je pense que c'est un sujet qui peut changer pour toi, qui est hyper intéressant. William Assema, A2SEMAT. Ok. Et le deuxième, c'est Julien Bouyck, qui est country manager ou head of sales, je sais plus du coup comment ils le disent chez eux, chez Iconoclast. Ah oui. Iconoclast qui est une merveille d'école de vente, clairement aujourd'hui. Et Julien, c'est un super mec aussi, qui a beaucoup de bouteilles dans la vente, qui est un super coach aujourd'hui là-bas, qui a bossé dans plein de secteurs et qui est aussi un super mec hyper sympa, quoi. Ouais, alors j'ai invité l'un de ses collaborateurs, Arnaud Cagne. L'épisode est Ah, bah t'as enregistré. eu Arnaud déjà. Ouais. Il va sans doute paraître avant le tien. Donc, écoute, Iconoclast, effectivement, c'est dans le réseau C'est fait. de la vente. Effectivement, leurs étudiants sont intéressants à avoir en entretien parce que c'est c'est des beaux potentiels. Bon, bah, all-in sur William alors. Ok. Ouais, je vais lui proposer, Enzo. En tout cas, on a tenu le timing, tu vois, 45 minutes pile. Magnifique. Donc, merci encore de t'être rendu disponible pour cette interview. On enregistre cet épisode mi-décembre, donc je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vous l'écouterez Pareil. sans doute en 2022. On espère que la situation sera un peu plus sympa, mais on n'en doute pas. Et C'est ça. On écoute, espère. ouais, on espère. Écoute, Enzo, merci encore. Allez écouter le podcast d'Enzo, Phoenix. Notez les 2 podcasts 5 sur 5, comme vous savez le faire. Mettez des commentaires, ça nous fait plaisir. Et puis, Enzo, à très bientôt. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'invite, Alex. C'était super cool. Pareil, bonne fête de fin d'année à toi, à tous ceux qui écoutent, même si ce sera après. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Kiffez ce que vous faites dans la vie. Et gros bisous. Ouais, c'est ça. Merci pour ce mot de la fin. Allez, salut Enzo. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans.
Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde!